Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment faire l'analyse d'une crypto-monnaie sur la partie fondamentale, donc 7 points principaux à regarder, à étudier, à avoir compris avant d'investir sur un projet, si on veut faire ça de manière sérieuse tout du moins. Et donc on verra pourquoi ces points sont importants et aussi où aller chercher l'information, donc des outils, des sites ou alors tout simplement où c'est qu'on peut les trouver cette information. Donc ce sont des critères qui permettront in fine de pouvoir choisir, arbitrer entre deux opportunités, deux projets différents en ayant des moyens de les comparer entre eux sur les points qu'on va voir tout de suite. Premièrement, c'est de la crypto-monnaie, donc basée sur une blockchain. Forcément, la technologie joue un aspect capital dans cet investissement, donc il faut avoir comprendre un petit peu comment travaille, comment fonctionne la blockchain, le processus de validation entre autres, est-ce qu'on est en proof of work, preuve de travail ou proof of stake, preuve d'enjeu. Il va falloir comprendre les risques et les avantages liés à la méthode de validation, donc proof of work, proof of stake ou proof of autre chose, parce que ça existe aussi, même si proof of stake et proof of work, c'est évidemment les deux principales utilisées. Ensuite, on va aller pouvoir faire un petit tour sur ce qui se passe sur la blockchain. Donc, une fois qu'on a compris les fondamentaux de comment marche la technologie derrière, regarder ce qui se passe on-chain, donc directement sur la blockchain. Pour ça, on peut utiliser deux outils. On peut citer Glassnode qui peut être suffisant quand on est débutant sur la version gratuite pour aller regarder les métriques qui nous intéressent on-chain. Et après, on peut aller citer pour des profils peut-être un peu plus avancés, Dune avec son système de tableau de bord où là, on va pouvoir aller regarder, même s'il n'y a pas toutes les blockchains qui sont prises en compte, c'est quand même plus axé défi, EVM, même s'il y a d'autres choses qui sont aussi intéressantes. Mais on peut aller aussi faire de la recherche on-chain, voir comment ça se passe sur certains projets et notamment aussi aller regarder des graphiques sur la TVL, le nombre d'utilisateurs, quelle est la tendance, est-ce qu'on a une augmentation du nombre d'adresses actives, est-ce qu'on a une baisse aussi peut-être, et du coup prendre la température de ce qui se passe au niveau de la blockchain, voir si on est en croissance au niveau des utilisateurs, des adresses actives, du nombre de transactions par jour, voir ce qui se passe concrètement sur la blockchain. Après, j'aurais pu dire clairement dès le début, lire le white paper, évidemment, ou sa version plus light, le light paper, mais si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne le projet, surtout sur la partie technologique, il va bien falloir y passer. Après, il y en a qui sont plus digestes que d'autres. Normalement, il doit se trouver sur le site du projet, tout projet sérieux a son site web avec le white paper qui est facilement accessible. Après, on va pas se mentir, la facilité de lecture et de compréhension va beaucoup dépendre de l'équipe du projet et de l'effort qu'ils auront mis pour vulgariser un petit peu ce qui se passe et les processus. Mais dans tous les cas, si vous voulez comprendre s'il y a certains détails ou certaines spécificités, on peut pas y couper, il va falloir y aller, même si on peut comprendre le proof of work, le proof of stake dans son ensemble, mais le white paper, on va pas y couper, surtout si on investit sur un token qui est basé sur une blockchain, il va falloir comprendre et comment fonctionne la blockchain et comment fonctionne le token. En continuant sur le white paper, la tokenomique, donc un autre point super important, qu'on va regarder l'offre totale de tokens, la supply, voir si elle est fixe ou pas fixe, s'il y a de l'inflation, s'il y a de la déflation, quelle est la répartition entre les parties prenantes, entre l'équipe qui a créé le projet, les différents stades d'investissement aussi, voir s'il y a une réserve qui est dédiée à la trésorerie du projet, voir si c'est des jetons qui vont être libérés petit à petit, le mécanisme et la période aussi d'émission de nouveaux tokens, à quelle fréquence on va en avoir des nouveaux sur le marché si c'est le cas, et aussi les incitations pour les validateurs, les mineurs, ceux qui participent à la validation des transactions, mais aussi les incitations économiques pour les utilisateurs et les investisseurs. Pourquoi ils choisiraient ce projet, cette blockchain, et pourquoi pas une autre. Donc il faut avoir aussi compris ces éléments-là. Ici, deux points de vigilance très importants. Donc premièrement, sur la supply, quel pourcentage a déjà été émis. Donc si on est inférieur à 50%, regardez quand, à quelle date et à qui seront émis les nouveaux jetons pour savoir si justement on va avoir une vente permanente avec des jetons qui arrivent sur le marché, qui sont par exemple à l'équipe ou aux investisseurs initiaux qui risquent fort de vouloir récupérer leurs gains et donc du coup avoir un dump des ventes continues des tokens et du coup une appréciation du prix qui va être annulée ou très limitée durant la période d'émission de ces tokens, ou alors si la supply est déjà émise à 90% par exemple, regardez qui la détient. Et on verra ça après parce que je veux finir sur la partie pourcentage, qui détient quoi, notamment entre la team fondatrice du projet, mais aussi surtout les investisseurs, les ventures capitalistes, ceux qui ont porté du capital et très souvent c'est la crypto du capital risque. Donc en principe, moins les ventures capitalistes et les investisseurs en capital risque ont de tokens du projet, mieux c'est, même s'il peut y avoir des exceptions. Qu'est-ce qu'on fait nous aussi quand on investit? On essaie d'être rentable et de récupérer nos billes à minima dans un projet. Donc si on investit, et surtout dans le capital risque où il y a peut-être 8 projets sur 10 où on perd de l'argent, mais vraiment un ou deux projets sur les 10 sur lesquels on investit, où il faut se refaire sur ces projets-là et si possible, et c'est le but, gagner d'argent. Donc forcément, si on a une appréciation du prix importante sur un projet
et qu'on investit dans ce projet-là en tant que seed investing, donc dans les premiers rounds d'investissement, et donc du coup on a fait notre x10, notre x100, on va être tenté de vendre, et c'est le rôle des venture capitalistes, donc ils veulent récupérer leur argent. Donc si, pour en revenir à notre supply, notre pourcentage, s'ils ont une grosse part des tokens du projet qu'ils ont dès le début, il est possible qu'ils décident de vendre, et donc s'ils ont une grosse part de ces tokens, ça va faire baisser le prix, donc pas forcément intéressant pour les investisseurs particuliers qui sont rentrés souvent après eux dans le projet, en plus, donc avec des multiples moins intéressants pour eux. Donc personnellement, s'il y a plus de 25-30% des tokens qui sont alloués aux investisseurs, mais aussi peut-être à la team, c'est quelque chose qui me plaît pas trop, donc je vais pas forcément privilégier ce projet-là, et je vais sûrement me tourner vers un projet qui a une répartition un peu différente, ou qui a un plan de répartition qui est un peu plus juste dans le futur. Et maintenant, il va nous falloir parler bien évidemment de décentralisation. Tout de suite, on va voir l'outil qui permet de faire ça. Un des outils, bien évidemment, mais celui-là, je l'aime bien parce qu'il est quand même assez visuel, donc Bubble Maps. Là, par exemple, on a le cas de Uniswap. Donc, c'est des bulles, et quand on clique, on voit les liens entre les portefeuilles. Par exemple, là, on a Binance, les exchanges, la team, les investisseurs, justement, donc voir le pourcentage. Et après, chaque adresse, en fonction du pourcentage, est représentée par une bulle plus ou moins grosse au prorata de ce qu'ils détiennent dans le projet. Et ça permet d'un seul coup d'œil de regarder la répartition. On peut aller après cliquer sur chaque bulle, voir à qui appartient quoi. Et on peut aller voir plus de détails, on peut copier les adresses, aller voir dans un bloc Explorer par exemple Etherscan si on est basé sur Ether. Ça nous permet comme ça de faire nos petites recherches sur la centralisation ou décentralisation du projet. Là, un point un peu polémique sur la décentralisation, j'hésite à en parler mais je vais le faire quand même. Donc on entend souvent que pour qu'un projet soit bien, il faut que ça soit décentralisé, il faut qu'on ait le plus de décentralisation possible. Sur un plan technologique, je suis d'accord, de résistance à la censure, c'est essentiel. Par contre, dans notre perspective qui est l'investissement, gagner de l'argent, faire de la plus-value, la centralisation dans les mains de certains acteurs qui n'ont pas forcément d'intérêt à vendre sur le court moyen terme sur notre période d'investissement, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. À regarder la meilleure période pour acheter du Bitcoin, c'était quand Satoshi avait quasiment tous les coins, qu'ils étaient très peu à miner. Et c'est là où on a eu tout le potentiel d'appréciation. Pareil, si un projet est très centralisé, même parfois auprès de certains investisseurs, mais des gros fonds d'investissement, alors oui, certes, on est à la merci du mouvement de ces whales, de ces gros investisseurs. Par contre, est-ce que dans certains cas, c'est pas mieux d'avoir ces investisseurs-là qui détiennent la supply avec une vision, pourquoi pas, long terme, même si on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, encore une fois, que d'avoir beaucoup de décentralisation, mais auprès de personnes, très souvent de particuliers, qui savent pas vraiment ce qu'ils font, qui vont se laisser influencer, qui vont acheter n'importe comment, vendre n'importe comment, et avec au final un impact négatif sur le price action, sur les mouvements de prix du projet par rapport à un projet qui serait plus centralisé dans les mains de certains acteurs. Donc c'est pas tout blanc, tout noir, encore une fois. Il faut regarder si on est plus sur l'aspect technologique, fondamental, le très long terme du projet, ou si on est dans une optique d'investissement pur et dur, donc la structure, le pourcentage de détention de la supply. Donc bien évidemment, c'est des éléments à prendre en compte, et je voulais quand même faire la distinction entre ces deux points qu'on entend pas trop souvent, je le trouve, et on entend souvent décentralisation, 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 alors que parfois un peu de centralisation, comment on se place, eh c'est pas forcément mal. Ensuite, et dernier point, après promis, on change du white paper, mais il va falloir comprendre aussi les fondamentaux sur la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'apporte le projet de nouveau, dans une optique, encore une fois, moyen-long terme? Que fait la concurrence? Dans quelle niche de marché il se situe? Donc comprendre à quoi ça sert concrètement, parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de tokens, de coins, ils servent pas forcément à grand chose, ou alors il n'y a pas forcément de grandes nouveautés. Donc pourquoi pas sur les autres points qu'on va voir après, justement sur la partie sociale, marketing, ils vont peut-être avoir leur épingle à tirer du jeu, mais il faut bien comprendre qu'un projet qui n'apporte aucune valeur ajoutée, voire même aucune valeur du tout, surtout à ses utilisateurs d'ailleurs, sur le long terme, on va pas se mentir, il part pas gagnant, on est d'accord. Après, il y a toujours des exceptions, on est d'accord aussi, mais si on se place, encore une fois, dans quelle optique, quelle période de temps on se place, sur le long terme, il faut des fondamentaux solides, et donc il va falloir les étudier, et là, ça passe encore sur le white paper. C'était le dernier point sur le white paper. Maintenant, on va passer à d'autres points non moins importants qu'il va falloir aller regarder aussi. L'équipe du projet, donc qui est derrière le projet, parce qu'il ne faut pas oublier que ça doit être la crypto-monnaie, décentraliser la blockchain. Au final, la plupart des projets, il y a une entreprise derrière. Ça peut être une startup, ça peut être quelque chose de plus établi, mais dans tous les cas, il y a des gens qui travaillent pour le projet. À part Bitcoin, où on ne sait pas trop qui c'est, Satoshi Nakamoto, le mythe, avec une équipe quand même de développeurs identifiés à la base. Tous les projets sérieux, tout du moins, il y a un site web et on doit pouvoir trouver les infos des fondateurs, de qui travaille sur le projet, l'équipe créatrice, et donc on va pouvoir aller étudier ces gens-là, en connaître le plus possible sur eux. Est-ce qu'ils ont eu des succès par le passé? Donc ça, c'est quand même une bonne indication
En général, dans le monde de l'investissement, un entrepreneur qui a déjà eu du succès par le passé, il a beaucoup plus de chances d'en avoir dans le futur que quelqu'un qui commence son premier projet, sa première entreprise. Mais malheureusement, il y a plus de chances qu'il se plante. Bien que, pour être honnête, on a eu l'exemple aussi de Celsius, où on a eu Mashinsky, donc un entrepreneur qui a eu plein de succès, même s'il y a eu aussi quelques polémiques là-dessus, mais qui était censé normalement avoir un track record assez impeccable. Et donc, on pouvait attendre de lui une gestion et un projet qui tiennent la route. Ça n'a pas été le cas, donc faire attention quand même. Mais c'est vrai qu'un fondateur de projet, surtout dans la crypto-monnaie, s'il a déjà eu d'autres projets qui ont fonctionné, qui ont bien marché, il y a plus de chances que ça se répète. Donc, c'est quand même un point important à regarder. Et aussi, ça c'est peut-être un point un peu plus personnel, le nombre de fondateurs. Je considère que quelqu'un qui est tout seul, ça va être plus compliqué que en équipe, à moins que ce soit un génie, mais bon, encore une fois, c'est des règles que je me suis mis moi et que je vous partage aujourd'hui. Mais c'est vrai que passer 4, 5, 6 membres fondateurs initiaux, après on peut avoir le côté humain qui rentre en jeu. On l'a vu notamment avec Ethereum, avec des dissensions entre les membres fondateurs. Est-ce qu'il faut forker, est-ce qu'il faut pas forker? Et donc ça, c'est un point qui, je pense, est commun, et surtout dans les startups, dans les nouveaux projets un peu technologiques dans cet environnement-là. Très souvent, on a des développeurs, des gens qui sont super intéressés, super compétents, qui ont envie de travailler ensemble sur un projet. Ils se mettent ensemble, ils créent quelque chose, mais après un certain temps, peut-être plusieurs années à travailler ensemble sur le projet, il peut se passer, selon moi, deux scénarios. Donc soit ça se passe mal, on va dire, le projet se lance pas, ça n'arrive pas à démarrer, et donc là on peut avoir des chocs entre caractères sur comment améliorer le projet, et donc quand ça se passe mal, il y a des tensions qui se font. Mais à l'inverse aussi, si ça se passe très bien, que le projet fonctionne, qu'il y a beaucoup d'argent en plus qui commence à arriver et à être en jeu, là aussi, s'il y a une team trop importante de fondateurs qui ont un pouvoir de décision sur l'avenir du projet, il va y avoir des frictions. Si on est 6, 7, 8 à décider ensemble de comment gérer des millions, forcément tout le monde n'a pas la même vision. Il y en a peut-être qui seront beaucoup plus axés sur la technologie, sur apporter de la valeur, et il y en a peut-être d'autres qui seront peut-être intéressés plus par l'aspect financier, pécunier, et se dire j'ai envie de m'en mettre plein les poches, donc je vais tirer le projet dans un sens, et on va avoir l'équipe qui va commencer à se friter entre elles. Pour faire simple, donc c'est important aussi d'avoir un nombre limité de fondateurs avec des pouvoirs de décision importants. Pour aller faire des recherches sur la team, les réseaux sociaux, LinkedIn, pourquoi pas, mais aussi Twitter, aller regarder un peu leur profil, comment ils s'expriment, à quelle fréquence ils postent, est-ce que c'est plutôt intéressant, est-ce que c'est aussi simple à lire, est-ce qu'ils font de la divulgation, et aussi le track record. Donc sur LinkedIn par exemple, vous connaissez sûrement, vous avez les entreprises sur lesquelles il a travaillé, les gens avec qui il communique, on peut faire comme ça un petit travail d'investigation pour voir à qui on a affaire, même si c'est pas toujours exhaustif, et que bien évidemment vous doutez bien que les choses les plus obscures, elles sont bien cachées et on les voit qu'au moment des projets, mais c'est quand même un boulot qu'il faut faire en amont. En continuant sur les réseaux sociaux, le marketing du projet, voir comment il communique, parce que ça joue un rôle primordial. Tu peux avoir une très bonne technologie, une tokenomique impeccable, une team super sur le plan technique et tout. Si personne sait que ton projet est bien, là encore une fois, on retombe sur la startup, le développement, l'entrepreneuriat. Si personne n'est au courant de ton super projet, eh bien, personne va rentrer dessus. Donc toi, comme investisseur, ça t'intéresse pas forcément d'être sur un projet dont personne n'a entendu parler sauf toi. Donc il va falloir regarder un peu quelle est la stratégie mise en place. Regardez aussi, si possible, mais ça c'est pas forcément évident à trouver, le budget marketing versus le budget développement, parce que des fois on lève beaucoup de fonds, il y a tout qui part dans le marketing, et quand arrive le bear market, on se retrouve avec pas forcément avoir d'argent pour développer, et c'est là que ça commence à devenir compliqué pour un projet. Donc c'est des infos à tenir en compte. Toujours sur les réseaux sociaux, mais là on va rajouter peut-être Reddit, Telegram dans le panier pour aller voir la communauté. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'ils s'impliquent? Est-ce qu'ils accueillent bien les nouveaux venus? Est-ce qu'au contraire ils sont plutôt piquants? Est-ce qu'ils font un effort de vulgarisation? Parce que le marketing passe aussi par la communauté du projet. Donc là, comme pour les métriques on-chain, l'idée ça va être de prendre la température de la communauté et du marketing pour savoir et essayer d'évaluer à quoi s'attendre, notamment en bull run, où on sait que la partie fondamentaux, la technologie, ça passe clairement au second plan, et c'est plus qui c'est qui fait le plus de bruit, qui c'est qui pump le plus, qui c'est qui a les schémas narratifs, et qui c'est qui a la communauté, le marketing pour push, pour pousser tout ça en avant. Et c'est sur ces projets-là où il y a un gros marketing, une grosse communauté qui met en avant tout ça et qui pousse le truc, où il y a potentiellement des gains à faire avec une grosse arrivée de personnes sur le projet, dans une optique d'investissement, encore une fois, pur et dur. Les fondamentaux sur le long terme, on sait très bien que sur une partie de cycle de bull run qui va à la hausse, ça passe en second plan, donc c'est des critères qui vont jouer bien évidemment. Et dernier point, je vois pas très souvent mais que je voulais quand même vous partager aussi, ça fait partie aussi de l'aspect communauté et un peu technologique, donc c'est un peu entre les deux. Regardez le nombre de devs sur le projet, les développeurs, ceux qui travaillent sur le projet. Regardez si c'est actif, et pour cela on peut aller voir sur GitHub, donc un site dédié aux développeurs, à l'avancement des projets, à l'open source, mais voilà, au code et à suivre l'avancement des projets.
Par exemple, si on va voir sur Stacknet, donc il y a un projet assez en tendance en ce moment, on peut aller voir ce qui a été publié. Alors, si vous êtes no-code comme moi, ça va pas forcément vous parler, mais on peut aller quand même regarder, notamment dans l'onglet Release, savoir ce qui a été lancé, est-ce qu'il y a des contributeurs, donc ça peut être des personnes du projet, mais ça peut être aussi des bénévoles qui travaillent sur le projet, donc c'est important aussi de regarder s'il y en a pas mal de développeurs et en plus de qualité qui gravitent autour du projet, qui développent, qui créent, qui construisent des choses, parce que c'est bien beau d'avoir un fondateur et du marketing qui dit on va faire ça, on va mettre ça en place, et vous allez voir ça va être fou, et au final si on voit qu'il n'y a rien qui se passe sur GitHub, que le projet est mort, qu'il n'y a rien qui a été publié depuis plusieurs mois, bon, il y a peut-être le discours qui colle pas forcément avec les faits, donc se méfier aussi. Mais c'est vraiment tous ces éléments qu'on vient de voir mis bout à bout et comparés entre eux et entre projets qui permettent de se faire une idée de justement si ça vaut le coup d'investir sur ce projet-là ou sur un autre qui aura des métriques, des valeurs qui nous plaît plus. Après, vous avez compris, c'est un peu personnel. Chacun, on peut mettre une petite note de 0 à 10 sur la décentralisation, sur la tokenomics, sur le marketing, sur l'équipe. Et là, ça va dépendre un peu des critères personnels. Mais dans tous les cas, c'est important de regarder ces points-là, un par un. Donc, toutes ces métriques, ces points cruciaux, ils sont à remettre aussi dans un cadre qui va être celui de cette vidéo, mais aussi de cette chaîne. Donc, l'investissement sur les fondamentaux, sur le court, moyen terme, sur des projets de qualité, ou moins qu'on estime comme tel, après avoir fait l'analyse qu'on vient de présenter. Bien évidemment, si vous êtes dans le trading, le flipping, des choses beaucoup plus rapides, les fondamentaux vont laisser la place aux courbes, aux charts, au weekly, au daily, à tout ce que vous voulez. Et c'est pas ce qu'on propose sur Aventure Crypto, parce qu'il faut bien rappeler que en tant que particulier, pauvre investisseur que nous sommes, la meilleure moyen de gagner de l'argent en crypto, même si c'est pas sûr encore une fois, mais statistiquement, c'est celle qui a le plus de chances d'être de notre côté, c'est de faire du buy and hold, d'être patient et pas faire du trading et pas faire plein d'autres choses à côté. Donc c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on étudie et c'est dans cette optique-là que j'ai voulu faire cette vidéo. Donc elle est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un feedback en commentaire, à vous abonner à la chaîne si du contenu qui vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et puis ça aide aussi, on va bien le dire, sur le référencement. Comme d'habitude, je vous mets dans la description les liens vers les sites qu'on a vus dans la vidéo et aussi vers mon guide offert pour investir dans les crypto-monnaies. Pour ma part, c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.